Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité sénégalaise, celle de ce 5 juin 2025. Et quelle journée! Surtout côté énergie, on a des chiffres tout frais pour mai qui sont assez spectaculaires. Oui, bonjour. Spectaculaire, c'est le mot. On parle de volumes très significatifs, notamment pour le pétrole. Exactement, rien que pour Sangomar, presque 3 millions de barils exportés. On va décortiquer tout ça, mais pas seulement. On a aussi les nominations, les suites très intéressantes du dialogue national, un point justice. Bref, on essaie de vous démêler l'essentiel. Un beau programme, en effet. Commençons donc par cette énergie. Le ministère a publié les chiffres de production de mai. Alors, Sangomar, 3 cargaisons exportées. Mhm. Ce qui fait 2,92 millions de barils. C'est une marche importante vers l'objectif annuel, non? Ah oui, tout à fait. L'objectif pour 2025, c'est plus de 30 millions de barils. Donc, ces chiffres de mai montrent que la montée en puissance, elle est bien réelle. Ça commence à faire des volumes qui peuvent avoir un impact économique notable. Et il n'y a pas que le pétrole, comme vous le disiez, le gaz aussi. Oui, le projet Grand Tortue AMIM, le projet GTA, partagé avec la Mauritanie, il y a eu la deuxième cargaison de GNL, de gaz naturel liquéfié, qui a été finalisée mi-mai. Et là aussi, les volumes sont intéressants, hein? Pour une phase de démarrage, oui. Plus 168 000 m3, ça confirme que le projet avance, qu'il monte en charge progressivement. C'est une bonne nouvelle. Et on oublie parfois le gaz onshore, celui produit sur Terre, Gadiaga. Exactement. Gadiaga continue de fournir du gaz pour le marché local. En mai, c'était environ 208 000 m3 normaux. C'est plus modeste, bien sûr, mais c'est important pour l'approvisionnement domestique. D'accord, donc des chiffres encourageants sur toute la ligne, pétrole et gaz. Oui, mais au-delà des chiffres eux-mêmes, ce qui est, je pense, très important à souligner, c'est la démarche de publication régulière, cette transparence. Ah oui, la transparence dans ce secteur, c'est crucial. Absolument. Dans le secteur extractif, qui est souvent, disons, un peu opaque sur le continent, publier ces chiffres régulièrement, c'est un signal fort. C'est important pour les citoyens, pour qu'ils puissent suivre un peu où vont les ressources, et puis aussi pour les partenaires internationaux, les investisseurs. Mhm. La vérification indépendante de ces chiffres, et puis surtout l'impact concret sur le développement du Sénégal, quoi. Bien sûr, la transformation de ces revenus en développement. On suivra ça. Bon, passons à la politique intérieure. Il y a eu le Conseil des ministres hier, le 4 juin, et du coup, aujourd'hui, plusieurs nominations prennent effet. Oui, on voit que l'administration se met en place. Par exemple, le général Amadou Kane, il est nommé haut fonctionnaire de défense au ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Un poste assez stratégique, j'imagine, hein. Oui, c'est un poste important pour la coordination des questions de sécurité, de défense au sein de ce grand ministère. Et puis, on a aussi le docteur Ahmed Diallo, qui prend la tête du bureau sénégalais de la COMIAGIAC. D'accord. Et côté infrastructure et transport, ça bouge aussi? Tout à fait. El Hadji Abdoulaye Gueye devient secrétaire général du ministère. Et puis des nominations à la tête du CETUD, l'organisme des transports urbains de Dakar, avec Gora Sarr, et à la direction générale des transports routiers avec Ababacar Fall. Ok. Ce sont des postes techniques, certes, mais très importants pour mettre en œuvre la politique du gouvernement, notamment dans ce secteur des infrastructures qui est absolument vital pour l'économie, pour le désenclavement. On voit bien l'idée de mettre les bonnes personnes au poste clé pour faire avancer les projets. Restons en politique avec les suites du dialogue national qui s'est terminé avant-hier. Oui, un moment important. Le fait du jour, c'est une lettre ouverte, celle de Thalassia, qui préside l'alliance GEF-GEL. Il écrit au président Bassirou Diomaye Faye. Ah oui, Et que dit-il? Eh bien d'abord, il salue les points où il y a eu accord. Le calendrier électoral respecté, l'idée d'une future cour constitutionnelle, l'organe électoral indépendant, le bulletin unique, l'inscription permanente sur les listes. Il reconnaît les avancées. c'est un geste politique significatif, de reconnaître ce qui a été accompli. Ça donne du poids au processus. Oui, mais ensuite, et c'est là le cœur de sa lettre, il met le doigt sur tout ce qui coince encore, les gros points de désaccord qui restent. Hmm. Mhm. Lesquels, par exemple? Le statut de l'opposition, la question de la rationalisation des partis politiques, sujet sensible si on en est, le cumul des mandats, les libertés publiques et puis le mode de scrutin. Des sujets de fond, quoi. Oui, des sujets structurels les plus difficiles à réformer en général. Exactement. Et il lance cet appel, je trouve la phrase assez forte, hein. Le dialogue national ne peut être un événement ponctuel. Il doit être le début d'un processus continu. Voilà. C'est exactement ça l'enjeu, Valmont. Ça résonne d'ailleurs avec les chiffres qui avaient été donnés à la clôture par le facilitateur, Cheikh Gaye. Il parlait de 100% de consensus sur la démocratie, 94% sur l'électoral.
Oui, des très bons scores sur ces aspects. Mais seulement 26% sur les réformes institutionnelles. Le fossé est énorme. Et cet appel de Thalassila à la continuité, il est fondamental. On voit bien cette tension. D'un côté, une certaine satisfaction, peut-être même un soulagement, d'avoir pu s'accorder rapidement sur des points importants comme les élections, et de l'autre, l'immense difficulté à toucher aux fondamentaux institutionnels, là où les intérêts divergent, où les blocages sont profonds. Donc, dire qu'il faut continuer le dialogue, c'est une bonne chose, mais C'est admettre que la démocratie, ça ne se règle pas en quelques jours de dialogue, aussi intense soit-il. C'est une construction permanente. Le défi maintenant, c'est de passer de cette déclaration d'intention «il faut continuer» à des, comment dire, à des mécanismes concrets. Comment on fait pour que ce dialogue se poursuive et qu'il s'attaque vraiment à ces points durs? justement, c'est la question que je me posais. Comment on s'assure que ce dialogue continu ne reste pas un vœu pieux? Qu'est-ce qu'il faudrait comme condition? Vaste question, ça demanderait sans doute un engagement politique très fort et constant de tous les acteurs, pas juste du bout des lèvres. Il faudrait peut-être un agenda clair, des objectifs précis pour chaque étape, peut-être aussi des garants, un mécanisme de suivi indépendant pour s'assurer que ça avance. Et une volonté d'aboutir à des compromis, j'imagine. Surtout, une volonté d'aller au-delà des postures, des lignes rouges un peu faciles, pour chercher des solutions durables sur ces sujets qui fâchent, comme le statut de l'opposition ou le nombre de partis. C'est un travail de longue haleine qui commence à peine, en fait. On suivra ça de près aussi. Un mot rapide sur le front judiciaire. On apprend que la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, elle avance. Ah oui, la fameuse Haute Cour de justice, compétente pour juger les ministres pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà, apparemment les enquêtes progressent. Il y aurait même des convocations d'anciens ministres qui seraient lancées ou imminentes. C'est un signal important, ça. L'activation de cette instance, c'est toujours un moment particulier dans la vie politique. Ça touche directement à la question de la redevabilité des gouvernants, de la lutte contre l'impunité supposée. C'est essentiel pour la confiance des citoyens. Et puis, il y a des dates qui se précisent dans d'autres dossiers. Le 19 juin, l'affaire La Diop Diop passe devant la Cour suprême. Oui, pourvoi en cassation, si je me souviens bien. C'est ça. Et le procès en appel de Faloufal, qui devait avoir lieu bientôt, est finalement reporté au 25 juin. D'accord. Bon, ça montre que l'appareil judiciaire continue son travail sur ces différents dossiers, qui sont souvent médiatisés et parfois sensibles politiquement. C'est le cours normal de la justice. Tout à fait. Et pendant que ces grands sujets avancent, il y a eu d'autres échos aujourd'hui. On a parlé du cas de ce jeune Sénégalais Malik Diop qui a été capturé en Ukraine. Oui, une histoire triste et compliquée qui soulève la question de la présence de ressortissants dans des conflits étrangers, parfois dans des conditions difficiles à cerner. Et puis, c'était aussi la journée mondiale de l'environnement. On a vu des actions locales, comme celle d'une compagnie minière, Endeavour Mining, qui communiquait sur ses efforts contre la pollution plastique. Un petit geste, mais symbolique en cette journée. Effectivement. Alors, si on essaye de faire une petite synthèse de ce 5 juin, Oui, qu'est-ce qu'on retient? je dirais qu'on sent une phase de consolidation politique après le dialogue national, mais avec la conscience claire que les débats de fond, eux, sont loin d'être terminés. Ils sont même peut-être juste en train de commencer sérieusement. Mhm. On voit aussi que les institutions fonctionnent, l'État se met en ordre de marche avec les nominations, l'économie, notamment le secteur clé des hydrocarbures, affiche une volonté de transparence, ce qui est positif. Et puis la justice suit son cours sur des dossiers importants, donc une journée assez dense qui illustre bien un pays en mouvement, en pleine recomposition sur plusieurs fronts. C'est une bonne synthèse. Et pour finir, peut-être une question pour prolonger la réflexion qui rebondit sur ce qu'on disait sur le dialogue national. L'appel de Thalassila à un dialogue continu, c'est séduisant, c'est louable, mais concrètement, au-delà des déclarations d'intention, quelles seraient les conditions, les garanties, les mécanismes vraiment précis à inventer pour qu'un tel dialogue devienne une force de transformation réelle et durable au Sénégal, pour qu'il ne soit pas juste une parenthèse qui se referme jusqu'à la prochaine crise? C'est la question essentielle pour l'avenir démocratique du pays, effectivement. Voilà, on laisse cette question ouverte. C'est tout pour cette analyse aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis.